agréable comme expérience. Hein. C'était... Parce que tu étais là. Et c'est capé à 12 personnes. Ça peut être très doux, ça dépend, ça dépend de l'année. Le plus gros défi, à mon avis, d'un partenaire public-privé, c'est la stabilité du pays. Parce que les investisseurs ne vont pas venir pour 5 ans et si ça recule dans 5 ans, il y aura potentiellement un conflit, potentiellement un blocage, un arrêt de leur activité. Ils seront beaucoup plus frileux ou sinon ils vont demander une plus forte rentabilité. On aura toujours le problème de souveraineté parce que c'est un marché interconnecté. À mon sens, pour éviter tout ça, le seul vrai moyen c'est de baisser la demande. C'est de rétro-pédaler sur la consommation pour que les moyens de production nationaux puissent à eux se suffire sans qu'on ait besoin d'allumer des centrales à charbon, centrales à gaz. Ce serait quelque chose qu'à mon sens il faudrait plus, pas forcément imposer, mais plus accentuer sur cet aspect-là pour dire aux gens en fait, vous avez utilisé l'argent de contribuable ivoirien. Au bout d'un moment, il faut à votre tour contribuer au développement du pays. Moi, je suis toujours ici encore parce que les études c'est très long. C'est très long. Hello, je suis Linda Kofi, ingénieure procédé spécialisée en énergie et accessoirement en marché d'énergie et développement durable. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Alinergie. Ici, nous parlons des questions liées à l'énergie, qu'elles soient techniques, économiques ou géopolitiques, mais nous accueillons également des personnes évoluant dans ce domaine-là, que ce soit des étudiants ou des professionnels, afin qu'elles nous partagent leur parcours, mais également leur vision du monde de l'énergie. Notre invité du jour est Harold Doué, un ingénieur généraliste de formation qui a choisi de se spécialiser en énergie, puis en marché d'énergie et finance. Aujourd'hui, il est au sein d'Engie Solutions où il pilote un portefeuille énergétique de plus de 1,5 TWh par an, après un passage au service de structuration et de financement des contrats d'achat d'électricité, les fameux PPA, Power Purchase Agreement, si vous êtes familier avec le jargon du secteur. Passionné par la géopolitique de l'énergie, ainsi que par les enjeux sociétaux et économiques, Harold met son expertise au service de la transition énergétique avec une vision claire, contribuer à bâtir un avenir durable et plus innovant. Je vous invite à vous installer confortablement pour profiter de cet échange et à vous abonner à cette chaîne si les thématiques abordées trouvent un écho en vous. N'hésitez pas non plus à aimer cet épisode, à le commenter, à le partager, car ces actions soutiennent grandement notre mission de vulgarisation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage ou une bonne écoute selon que vous nous suiviez sur YouTube ou Spotify. Bonjour Harold, comment vas-tu? Bonjour Linda, super et toi? Je vais très bien également, merci. Donc c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Partagé. Merci pour parler de ton parcours, que ce soit académique ou professionnel. Et avant de démarrer, on aimerait bien savoir qui tu es. Donc est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter à nos auditeurs, dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, qui est Harold Doué? Ok, bonjour d'Alinergie, moi c'est Harold Doué. Donc grosso modo je suis ivoirien, donc je pense que c'est ce qui me définit le plus. Donc, je suis ivoirien, j'ai 25 ans il y a quelques jours. Ok, joyeux anniversaire. Merci. Voilà, du coup je suis arrivé en France il y a un peu plus de 7 ans pour les études, ensuite je suis resté pour le travail. Ok, parfait. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie brièvement, quel est ton lien avec le domaine de l'énergie, puisque c'est le sujet qui nous réunit. Actuellement, là, j'occupe le poste de responsable achat énergie et projet, donc au sein d'Engie. Et le lien, il est tout de suite là avec l'énergie, donc on en parlera plus tard comme tu as dit. Mais c'est en plein dans les marchés de l'énergie. D'accord, ok. Nous allons donc remonter un petit peu pour mieux comprendre ton histoire, essayer de remonter jusqu'à ta genèse et voir comment tu arrives en France, comment tu choisis le domaine de l'énergie, comment tu arrives à ce poste aujourd'hui que tu occupes. Donc tout démarre il y a quelques années. Donc on va partir non pas de la maternelle quand même, mais disons à partir du lycée. Donc quel lycée est-ce que tu fais et comment ça se passe pour ton choix d'études supérieures? D'accord.
Donc, pour être bref sur mon background, j'ai fait le lycée scientifique. Donc, après, AS 39 pour ceux qui savent, connaissent. Donc, après le bac, du coup, j'ai une bourse présidentielle pour venir poursuivre les études en prépa à Angers. Donc, ensuite, il y a eu 2 ans de classe préparatoire et après, il y avait les concours pour les grandes écoles d'ingénieurs, voilà, la suite logique. Et après ce concours, j'ai décidé d'aller à l'école des mines d'Alès, d'abord dans le sud, mines d'Alès, parce qu'ils proposaient un parcours généraliste sur plusieurs choses. Et à ce moment précis, j'étais, on va dire, beaucoup trop dans la théorie pour savoir ce que je voulais réellement faire. Donc, je préférais prendre une école généraliste pour avoir le temps simplement de découvrir et ensuite de choisir. Donc c'était ça. Donc après, du coup j'ai choisi la filière énergie là-bas. Et après le diplôme d'ingénieur, j'ai tout de suite enchaîné sur un master spécialisé avec les mines pareilles. Le master 11, excellent master, pour en plus d'avoir la technique, le côté ingénieur, je voulais le côté marché, côté commerce, côté finance. Donc je pourrais allier les deux. D'accord. C'est ça. Ok. Donc on a bien compris ce cheminement-là qui t'a conduit à ce choix de l'énergie. Mais concrètement, aujourd'hui, tu as eu un diplôme d'ingénieur. Exactement. Et maintenant, tu travailles dans le domaine des marchés. Ouais. Ok. Est-ce que depuis le départ, tu savais que en tant qu'ingénieur, tu voulais in fine t'éloigner de la technique? Parce qu'on voit beaucoup cette tendance aujourd'hui de personnes qui ont un diplôme d'ingénieur et qui ensuite optent pour soit les marchés, soit le trading, soit le management. Pourquoi ce choix? Ce choix, il est assez simple. J'aime bien la technique, mais je trouvais que c'était à mon sens assez limité pour entrer en profondeur dans les métiers de l'énergie. Parce que c'est bien de savoir comment une centrale fonctionne, c'est primordial de savoir calculer des formules, etc. Mais derrière, l'énergie en tant que citoyen, la façon dont on la voit, c'est plus combien ça coûte l'énergie, où est-ce qu'on l'achète, qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, donc c'était cette partie-là qui manquait, du coup c'est pour ça que j'ai voulu enchaîner sur la finance et les marchés. D'accord, donc ça n'a rien à voir avec la rémunération salariale du tout. Faut pas nous mentir. c'est beaucoup, c'est ça la motivation principale en général. Hein. Souvent. Non mais en fait, comment dire, parce que même après on discutera, mais dans une partie de mon travail, ça reste toujours affilié à la technique. D'accord. Ça reste pur asset management plus technique, et une autre partie finance. Donc c'était pas que pour l'argent. Tu me rassures. Ok, donc c'est en 2016-2017 que tu arrives en France. Oui, 2016-2017, c'est ça. Ok, donc on va dire, comment s'est passée justement cette transition du lycée scientifique à la prépa d'Angers? Quelle a été ton expérience? En soi, j'ai eu plusieurs fois la question, même en étant à Angers, de comment est-ce qu'on s'acclimate à la France, comment est-ce qu'on arrive, est-ce que c'est différent. Mais personnellement, peut-être parce que j'avais l'habitude, vu que j'étais à Yamoussoukro, d'être loin de mes parents, j'ai pas senti une grosse différence au niveau personnel. Au niveau personnel, ça m'a pas personnellement affecté de changer de pays, de basculer seul dans un endroit où je connais personne. Donc sur ces aspects-là, ça a été plutôt assez simple. Après, au niveau de la culture, moi j'ai appris, parce que dans la classe, il y avait beaucoup de Français, donc directement dans le bain, de savoir comment est-ce qu'ils, les us et coutumes, parce que c'est vraiment totalement différent entre la France, surtout au lycée, et les habitudes des gens en Côte d'Ivoire, les gens d'Afrique, c'est deux choses différentes. Donc même sur ces aspects-là, on va dire, j'ai tout de suite vu les différences, mais après ça m'a personnellement bloqué. Donc c'était assez simple de m'intégrer dans mon nouvel environnement. D'accord. Et tu étais accompagné d'autres camarades, j'imagine que ça aide aussi. Ok. Oui.
D'accord. Et donc tu as dit que tu étais détenteur d'une bourse présidentielle. Exactement. Et en général, on s'attend à ce que ceux qui ont eu la chance d'avoir leurs études financées par leur gouvernement rentrent servir leur pays. Oui. Et on pourrait se demander qu'est-ce que tu fais encore en France alors que tu as terminé tes études. Déjà sur le côté de la bourse, ce que j'aimerais dire, c'est que cette bourse-là, elle ne nous impose pas de retourner. Okay. Elle ne nous imposait pas de retourner, et d'ailleurs c'est peut-être quelque chose que, en griffe, je ne vais pas dire que je reproche, mais ce serait quelque chose qu'à mon sens il faudrait plus, pas forcément imposer, mais plus accentuer sur cet aspect-là, pour dire aux gens en fait que vous avez utilisé l'argent de contribuable ivoirien. Au bout d'un moment, il faut à votre tour contribuer au développement du pays, pas de façon plus directe. Donc c'est quelque chose que personnellement je voudrais qu'il soit ajouté à cette bourse. Ça reste mon avis personnel. Après, je suis toujours ici encore parce que les études c'est très long. C'est très long. Je n'ai plus en études. Ouais, et je viens de finir il y a 2 ans en fait. Du coup, il faut encore le temps de se forger. De se forger une réputation, de se forger des connaissances, apprendre et aller et retourner pour donner. C'est un peu ça. Donc tu as pour ambition de le montrer. Exactement. Ok, Ouais. d'accord. Mais tu ne sais pas encore dans quelle échelle de temps. Non, pour l'instant j'ai une petite idée, mais après c'est l'avenir qui me dira. Ça sera peut-être plus tôt, moins tôt. Je planifie un peu les choses. Ok. Donc tu le disais, il y a encore 2 ans, tu étais en études. Ouais. Pour toi, quand tu fais une petite rétrospection, quels ont été les éléments déterminants dans ton parcours pour te permettre de réussir ce parcours-là académique? Ouais, je dirais qu'il y a une grande partie de chance en fait. Là-dessus, je sais que ça porte des je sais que c'est un débat. Les gens n'aiment pas forcément dire que mettre la place de la chance dans le regard de Dieu dans ce qui lui est arrivé de bien. Mais moi je considère qu'il y a une grande part de chance, de hasard dans ce qui m'a conduit ici, que ce soit même à le lycée scientifique. Initialement, je voulais pas forcément partir. Okay. C'était où de base? Yopougon. D'accord. Donc je voulais pas forcément partir. Après, j'ai eu la bourse parce que j'avais fait l'OPAM, le concours de mathématiques. Également, je voulais pas forcément partir. Voilà, donc c'est un peu des choix, un peu des conseils aussi des parents qui ont fait que. Donc il y a une grande part de ça. Après, je vais dire, il y a une part aussi de Covid. Ça a permis d'avoir le calme et le temps nécessaire de réfléchir à ce que je veux faire plus tard. Parce que le Covid, j'étais encore en fin de 2e année, 3e année. C'était au moment de choisir la filière. Donc choisir la filière et même de choisir si je voulais prolonger par quelque chose d'autre. Donc j'ai eu vraiment le temps de réfléchir à replanifier en fait mes 3-4 ans futurs grâce au Covid. Donc je veux dire, c'est vraiment ces 2 éléments. D'accord, ok. Et tu as parlé de chance essentiellement, mais je me dis que quand même, il y a la chance, il y a le facteur chance, je ne le nie pas. Et on ne se retrouve pas forcément par chance au lycée scientifique, on ne se retrouve pas forcément par chance avec une bourse présidentielle. Je pense qu'il y a un travail derrière qui va peut-être rencontrer la chance ou l'opportunité. Comme tu veux. Exactement, la chance, quelque part, il y a une partie de chance qui se crée. Une partie de chance qui se crée, qui s'entretient. Certains choix personnels que je ne pourrais pas forcément justifier là, mais qui m'ont incité à continuer à travailler, qui m'ont incité à continuer à pousser, à rechercher plus, à travailler plus, à même demander à mes parents d'investir dans certains cours pour mieux comprendre les choses, des trucs, des aspects comme ça. Donc la chance, quelque part, elle n'est pas tombée du ciel, il y a quand même une partie, mais elle a été provoquée aussi. D'accord, mais il y a quoi d'autre qui a été déterminant, à part la chance? À part la chance. En termes
Je dirais aussi également l'aspect relationnel. L'aspect relationnel, parce que les opportunités, elles viennent pas forcément toutes seules. Les opportunités, il faut connaître les gens, il faut discuter avec les gens pour qu'ils s'ouvrent à toi, pour qu'ils t'expliquent certaines choses, certaines filières d'avenir, certains masters qui existent. Voilà, il faut discuter avec les gens, il faut essayer d'aller trouver et de comprendre en fait typiquement. Si quelqu'un a une vision, je veux faire ça demain, d'essayer de se rapprocher de personnes qui l'ont déjà fait pour avoir des explications. Donc également il y a le relationnel qui joue là-dedans. Je n'étais pas quelqu'un qui allait forcément rester seul dans son coin mais qui allait aller au contact des gens pour apprendre d'eux. Et en apprenant des gens, on découvre plein de choses, on découvre des activités, on découvre des manières de faire, des opportunités qu'on n'aurait pas forcément su aussi facilement que ça en restant dans son coin. Donc ça également, c'est à jouer. D'accord, ok. Eh bien, tu disais tout à l'heure que le Master OSE que tu as fait est un très bon master. Ouais. Quels sont les différents éléments qui te permettent d'affirmer ça aujourd'hui? En soi, le master il est assez complet. Déjà, le master il est assez complet et il permet à on va dire, tout le monde, quelle que soit la filière de base, de se réorienter vers les métiers de l'énergie. Donc tout ce qui va être finance, marché, trading, etc. qui permet de se réorienter là-bas. Donc en termes de cours, en termes d'intervenants, la qualité des intervenants, on a eu des professeurs émérites, on a eu des personnes qui ont développé des applications de trading, donc qui ont créé des écoles réputées, qui sont venus dans les cours. Donc ça c'est quelque chose de très fort qu'on n'a pas forcément autant en un seul endroit. Après également il y a le format du master qui est un format en alternance. Donc ça permet également au niveau financier de ne pas avoir à vraiment serrer la ceinture pour se donner une chance d'évoluer. Ça c'est important aussi. Parce que ça peut freiner certaines personnes, certains masters qui donnent 10 000, 15 000 euros, c'est un peu compliqué. Et troisièmement, je veux dire, parce que le master ça fait quand même 20 ans qu'il existe. Donc il y a une grosse, à chaque fois c'est une promotion de 10-12 personnes. Donc ça fait quand même qu'ils ont après des postes très 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 bien placés. C'est vraiment une connexion assez grande là-dessus. Et c'est capé à 12 personnes? Ça peut être très douce, ça dépend de l'année. Okay. Souvent 13, mais ça, en vrai, sur une petite promotion, une salle de classe, une petite salle de classe quand même sur ce master. D'accord. Et aujourd'hui, à quel point tu dirais que tu es satisfait de ce choix que tu as fait du domaine de l'énergie? Du domaine de l'énergie. Je dirais qu'en soi, je suis très satisfait parce que c'est quelque chose qui me parle en fait simplement. Ça me parle, je me sens à l'aise de comprendre tous les mécanismes liés au prix de l'énergie, tous les mécanismes liés à ce qu'on consomme, parce que c'est vraiment l'élément primordial en fait de tout ce qui nous arrive, même la caméra, etc., tout le truc. Voilà, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on avait tendance à négliger avant la crise ukrainienne. On avait tendance froidement à négliger parce qu'on appuie sur l'interrupteur, on a l'électricité, c'est pas cher, surtout en France. On se posait pas trop la question. Mais du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont compris que c'était vraiment complexe, plus complexe que ça n'avait l'air. Et moi, je suis quand même extrêmement fier, extrêmement content d'être dans ce domaine-là et de pouvoir expliquer à les gens, au travers de formations, des choses comme ça. Est-ce que tu peux justement nous expliquer concrètement ce que tu fais quotidiennement, Ouais. En quoi consistent tes activités de tous les jours? Oui. Donc en soi, j'ai deux postes, on va dire. Le premier, ça va être responsable achat énergie pour Engie Solutions. Donc en gros, Engie Solutions, c'est une société de services. Donc ils vont faire de la maintenance chez des industriels,
dans des bâtiments tertiaires et ils vont produire de la chaleur pour chauffer les bâtiments, de l'air comprimé, etc. Et ces machines-là, elles ont besoin d'être sourcées en énergie. Elles ont besoin de sourcer en énergie. Et mon travail, en fait, c'est de récupérer tous les besoins des dissolutions qui me viennent et d'à la fois planifier le sourcing en électricité de ces centrales-là avec des différentes stratégies en fonction des segments clients qu'on a. Il faut également piloter les achats d'énergie avec du coup, tous les aspects de trading sur est-ce qu'on fait des swaps, est-ce qu'on achète long terme ou pas. Voilà. Donc, et déterminer également la formule de prix. Parce que voilà, c'est en prix fixe, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vraiment, on est vraiment une centrale d'achat. Une centrale d'achat pour tous les besoins d'une solution et d'autres concurrents également. Donc ça c'est le principal du métier. Et après la deuxième partie, ça va être sur, la première c'était sur l'achat, la deuxième c'est sur de la vente d'énergie. Donc encore une fois, une dissolution et d'autres actifs qu'on a. On a des actifs, des centrales de production, que ce soit solaire, thermique, généralement c'est ce qu'on va avoir, des cogénérations, etc. Et celles-là, il faut vendre l'électricité qui va être produite sur les marchés. Donc déjà, il faut déterminer les seuils de rentabilité par actif et sur quel mécanisme marché on va le déplacer pour valoriser l'actif. Donc ça, c'est la deuxième partie du travail. Donc c'est un peu les achats et la vente. D'accord, ok. Et est-ce que tu as une visibilité sur ce type de métier en Afrique ou en Côte d'Ivoire notamment, parce que c'est peut-être le pays avec lequel tu es le plus familier. Ouais. Est-ce que tu as, je dirais peut-être des statistiques en matière de métiers disponibles dans ce secteur-là? En termes de statistiques, je n'ai pas de chiffres très sur lesquels je peux me baser. Mais comment dire, on peut simplement partir du constat qu'en Afrique, il y a énormément de zones qui sont pas desservies. Et pour les desservir, du coup, il faut ce type de métier. Donc il faut des centrales de production qui vont aller vendre et des acheteurs qui vont acheter. Ces deux acteurs-là ne sont pas forcément familiers avec toute la partie réglementaire, toute la partie achat, stratégie d'achat. Et donc ça va nécessiter d'avoir des entreprises intermédiaires de services comme Engie, EDF, je sais qui commencent bien à s'implanter en Afrique, qui vont matcher en fait la demande, l'offre et la demande, pour que les producteurs soient rémunérés et les consommateurs ils payent pour avoir l'électricité dont ils ont besoin. Donc c'est des métiers d'avenir, surtout avec les PPA, donc qui vont se développer beaucoup avec le solaire, peut-être l'éolien, ça dépend des zones en Afrique. Mais c'est vraiment des choses qui sont en train de se construire et qui vont vraiment se développer dans les années à venir. Ok. D'accord, pour nos auditeurs, PPA c'est Power Purchasing Agreement. Oui. Et on sent que tu es dans ton lexique. Et pas de souci. Mais donc aujourd'hui, par rapport à ce métier-là que tu exerces chez Engie, donc, je pense que tu as commencé il y a un petit bout de temps. Est-ce que tu as eu le temps d'identifier les plus gros challenges auxquels tu es confronté dans ce secteur? Le marché de l'achat. Oui, principalement, je vais dire, surtout en Europe où le secteur énergie, c'est un monde dérégulé où un impact, vu que c'est un marché pas unique, mais c'est un marché par secteur au niveau de l'Europe, donc un impact à l'autre bout du monde un événement qui se passe à l'autre bout du monde peut impacter le marché. Ça reste vraiment fortement soumis au contexte international. Donc la charge de travail peut passer du simple au triple s'il y a une vanne sur un gazoduc qui était fermé, que les prix montent et tout le monde qui s'emballe. Donc c'est vraiment soumis au contexte. Donc il y a 2 ans, crise ukrainienne, tout le monde voulait y aller, tout le monde voulait vendre, tout le monde voulait acheter. Donc beaucoup de travail sur toute la période. Et après, actuellement, vu que c'est beaucoup plus calme, on a moins de demandes, mais voilà. Donc le premier challenge, c'est vraiment gérer le contexte et les impacts
connaître un peu tout ce qui se passe au niveau de l'actualité et de savoir comment est-ce que ça va nous impacter sur notre activité. C'est de prévoir ça. Après, typiquement, ça reste grosso modo de la gestion de portefeuille. Parce que tu as un portefeuille d'actifs que tu dois valoriser à une certaine date, parce qu'il y a différents mécanismes marchés et différents appels d'offres qui sont régulés d'appel. Du coup, il faut réussir à gérer le client, le commercial qui va aller vendre ça, etc. pour toutes les démarches administratives qu'il faut faire après. Donc, il faut gérer le timing. Et pareil pour l'achat, il y a des mécanismes qui prennent fin à certaines dates et il faut acheter avant ça. Et voilà. Donc, c'est un peu les deux aspects. Gérer le portefeuille, gérer le timing et gérer les aléas qu'il peut avoir. Ok, alors toi qui es dans le domaine, tu vas parler notamment de la crise ukrainienne qui a beaucoup affecté les prix et on parle énormément de transition énergétique, de s'affranchir de ces fossiles-là parce que on parle de crise ukrainienne, c'est corrélé au fait que la Russie était un des gros aussi producteurs, un des gros suppliers, en tout cas de l'Union européenne. Et donc justement aujourd'hui, toi qui es dans le domaine de l'achat d'énergie, est-ce qu'il ne faudrait pas justement essayer de s'affranchir de ces fossiles-là? Et derrière, bien sûr, il y a un challenge qui est que justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut en permanence que la demande et l'offre soient en équilibre. Ouais. Mais justement, comment arriver à avoir une solution qui pourrait potentiellement satisfaire tout le monde et permettre qu'on ne soit plus sujet justement à cette volatilité du marché par rapport au fait qu'il y a un problème de souveraineté, clairement, en tout cas dans ce marché européen que je connais. En soi, on aura toujours le problème de souveraineté. Pourquoi? Parce que c'est un marché interconnecté. Le marché va être interconnecté, du coup on peut acheter et vendre en France, en Allemagne, voilà. Et du coup s'il y a des impacts en Allemagne, ça peut être répercuté en France via les interconnexions. Mais à mon sens, pour éviter tout ça, le seul vrai moyen c'est de baisser la demande. C'est de baisser la demande, c'est de rétropédaler sur la consommation et donc de baisser la demande pour que les moyens de production, on va dire, nationaux puissent à eux se suffire sans qu'on ait besoin d'allumer des centrales à charbon, centrales à gaz, sur lesquelles il peut y avoir des problèmes. Parce que pour rester sur la France, certes on a le nucléaire, on a beaucoup de problèmes avec le nucléaire. Donc si en même temps on a un souci sur le nucléaire, sachant que les énergies renouvelables sont difficiles à prévoir et que le stockage n'est pas encore... le stockage est très cher, le stockage d'énergie actuellement est très cher. S'il y a une vague de froid, on aura forcément besoin de rallumer certaines centrales, donc des centrales type gaz et charbon. Et sur le gaz et le charbon un peu moins, on n'a pas la souveraineté là-dessus. Parce qu'on est obligé d'importer du gaz. Et du coup, à ce moment-là, il y a beaucoup de si dans l'histoire, mais quand tous les sites en même temps, on se retrouve avec le cas ukrainien. Mais si à ce moment-là, sur les centrales de GNL ou les gazoducs, on a un souci parce qu'il y a un souci dans un pays producteur, cela se répercute directement sur la France. Donc ça peut être le cas de l'Allemagne, beaucoup plus l'Allemagne qui consomme plus de gaz et n'en produit quasiment pas. Donc ces pays-là auront plus de soucis à avoir une souveraineté énergétique. Donc en soi, les deux moyens qu'on cite quotidiennement, c'est de construire des ENR, mais ces ENR-là sont difficiles à prévoir, la production est difficile à prévoir, le stockage est très cher actuellement. Donc la deuxième option qui nous reste, c'est de baisser la consommation. Ce qu'on observe actuellement, parce que la consommation française, cette année, elle est très basse par rapport aux moyennes passées. Du coup, on a quand même réussi à tirer les prix vers le bas parce qu'on consomme moins.
D'accord, mais en même temps, enfin, je ne pense pas que cette consommation qui était en baisse sur cette année soit la résultante d'une réglementation ou d'une politique quelconque. C'est juste que les températures ont été un peu plus favorables. En majorité, c'est la température. Même s'il y a eu, la limitation à 18 degrés dans les bâtiments publics qui a un peu joué. Après, au niveau des consommateurs, il y a des factures élevées qui ont fait peur. Ça a fait peur, du coup, les gens naturellement ont baissé leur consommation. Et une autre idée qui traîne ça c'est d'un point de vue au niveau des doctorants, c'est plutôt de passer sur les prix dynamiques. Donc de quitter totalement les prix réglementés qui peuvent être bas quand les marchés sont hauts et hauts quand les marchés sont bas parce qu'ils sont réglementés, et de passer à des prix dynamiques. Du coup, chacun, tu consommes, tu payes ce que tu consommes au moment donné en fonction du mix énergétique. Donc s'il y a une incitation à choisir le moment où on consomme. Donc typiquement les heures creuses, etc. Donc ça peut être c'est très compliqué à faire accepter au gouvernement, mais ça peut être une option. On va voir ces offres-là. Ok. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs, en parlant justement de cette partie consommation, là, nous parler du mécanisme d'effacement, qui est aussi un des mécanismes pour essayer de réduire les consommations d'énergie. Donc typiquement l'effacement, ça va être un des mécanismes sur lesquels je vais essayer de positionner mes actifs dans le cadre de la deuxième partie de mon travail. Donc c'est un mécanisme géré par RTE, donc le transporteur d'électricité en France, et c'est de donner une rémunération pour inciter des consommateurs à baisser leur consommation sur certaines périodes. Donc soit à déplacer complètement, à changer leurs habitudes de consommation, en déplaçant complètement une consommation typiquement celle de la pompe de 19h, on la déplace à 22h si c'est possible. Donc typiquement la machine à laver plutôt la nuit sur les heures creuses. Et donc ça permet de s'effacer à des moments où le système électrique en a besoin. Et on a une rémunération dessus. Donc c'est un peu comme ça que ce mécanisme fonctionne. Dans la pratique, ça commence à se faire. RTE est en train d'essayer de pousser tout ce qui va être smart building. Donc tous les smart buildings, avec je crois il y a des concours même sur des bâtiments économes qui sont lancés. Il y a plein de startups qui participent. Après, le principal consommateur en France, ça va rester l'industrie également aussi. L'industrie, la mobilité dans le futur. Mais dans le cas de l'industrie, c'est très difficile de déplacer la production. Parce que ça veut dire refaire un programme complet sur l'année de production, gérer les aléas, éteindre des machines, rallumer, et ça crée énormément de pannes. Donc au niveau industriel, c'est des choses qui ne sont pas très faites. Les gens sont un peu réticents à faire ça. Mais pour le consommateur, on va dire normal, pour résidentiel, il peut avoir un intérêt à s'effacer, à couper son chauffage sur certaines heures et la rallumer à d'autres pour bénéficier d'une réduction de sa facture. Ok. Et tu travailles donc sur le marché français, européen. Pour toi, quel serait le meilleur modèle pour soit le marché ivoirien ou le marché africain? On sait qu'il y a énormément de monopoles, le marché n'est pas interconnecté, alors qu'il y a certaines interconnexions qui existent entre certains pays. Et pour toi, quel serait le meilleur modèle à implémenter? Parce que justement, c'est un domaine qui est en pleine construction, donc ce serait judicieux d'apprendre potentiellement des erreurs des autres pour ne pas faire les mêmes. Qu'est-ce qui marcherait mieux pour nous? Je pense dans le cas de l'Afrique, pour rattraper son retard, le mieux ça reste des partenariats publics-privés. Parce que l'État n'a pas forcément. Déjà, c'est les États qui sont endettés à certains points. Donc, construire certaines centrales, c'est vraiment des investissements sur le coût, ça peut être très, très, très conséquent.
Après, beaucoup de pays sont endettés, hein, même du côté de l'Occident, hein, ce sont presque les plus endettés. Hein. Ouais, mais après, ils ont, comment dire, ils sont endettés, mais ils ont un PIB qui leur permet, ils ont un taux d'endettement qui reste relatif par rapport au PIB, donc ils peuvent s'endetter après derrière. Et surtout, ils ont la confiance des investisseurs que forcément l'Afrique n'a pas forcément. Okay. N'a pas forcément. Donc c'est plus des partenariats publics-privés pour permettre à des investisseurs étrangers, à des entreprises étrangères de construire certaines centrales, mais en ne leur laissant pas la possibilité de fixer le prix comme elles veulent. D'accord. Donc des fourchettes de prix réglementées, mais laisser le privé construire et tout en supervisant. En fait, l'État garde son rôle d'État, pas d'acteur qui va s'impliquer directement dans la construction, mais qui va superviser, qui va faire un appel à capital. C'est un peu comme ça que je le vois. La Guinée le fait un peu parce que j'avais un projet humanitaire en Guinée, et ce qu'il disait, c'est vous pouvez construire la centrale, mais par contre, nous on vous demande, il y a certains critères qui sont là, certains critères de prix qui sont là, mais vous pouvez construire la centrale de façon autonome pour vendre l'électricité dans le village, dans la région. Et c'était à peu près réglementé. Donc je pense que ça pourrait fonctionner, au moins il faudrait tenter. Et pour aboutir à cette solution que tu viens de proposer, pour toi ce serait quoi les plus gros défis? Éventuellement, on se fait le plus grand défi, à mon avis, d'un partenaire public-privé, c'est la stabilité du pays. Parce que les investisseurs ne vont pas venir pour 5 ans, et s'ils savent que dans 5 ans il y aura potentiellement un conflit, potentiellement un blocage, un arrêt de leur activité, ils seront beaucoup plus frileux, ou sinon ils vont demander une plus forte rentabilité. Donc plus il y a de visibilité, plus on peut s'installer et essayer de développer. Donc pour moi c'est le premier point, c'est on va dire le point essentiel. Après la Côte d'Ivoire, il y a déjà beaucoup de partenariats publics-privés qui sont faits, il y a déjà, à mon avis, on a quand même la confiance des acteurs internationaux. Donc avec plus de stabilité, il y aurait à mon avis plus d'investissement. Ok, donc je reviens sur ta carrière professionnelle. En ce moment, tu es chez Engie, c'est ton premier emploi. Donc avant ça, tu as eu à faire des stages, des alternances éventuellement. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu et voir aussi dans quelle mesure ces différentes expériences ont contribué peut-être à ton orientation professionnelle? Donc, ton tout premier stage, par exemple, raconte-nous comment ça s'est passé, ton premier contact avec le monde du travail. Stage, je crois que c'était à la CIR. C'était un stage ouvrier à la CIR. C'est là où nous nous sommes rencontrés d'ailleurs. Exactement. C'était formidable comme expérience. Hein. C'était. Parce que j'étais là. Je sais. Non, mais après, c'était un stage ouvrier, on a vraiment. À l'époque, je pense que tu te rappelles, on a vraiment touché au raffinage. On allait au niveau des installations, voir les fuites, voir ce qui se passait pour qu'il y ait une odeur, comment est-ce que ça fonctionnait, d'où venait le pétrole, qu'est-ce qui est fait. Donc c'était vraiment beaucoup d'informations du coup, donc c'était très enrichissant. Et en fait, c'est ce stage-là qui m'a dit on va tourner vers l'énergie. Parce que j'étais encore en première année en filière généraliste, et c'était soit l'informatique, soit le BTP, un peu moins le BTP, mais plutôt soit l'informatique, soit l'informatique IA, soit l'énergie. Okay, ce stage-là, rien à voir complètement. Ce stage-là m'a dit l'énergie, ça a l'air intéressant, il y a des choses à faire. Donc, après, les deux aussi, c'est pas mal. Hein. Je pense que justement, dans ce monde de plus en plus digitalisé et avec tout ce qu'il y a comme complexité par rapport aux énergies renouvelables, au fait qu'il faut en permanence équilibrer l'offre et la demande, l'informatique et notamment l'IA va beaucoup aider. Donc tu peux toujours peut-être faire les deux. Hein. Non mais c'est sûr. Même avec le Master O dont j'ai parlé,
il y a une partie, il y a trois parties, il y a finance et économie. Et la troisième partie, ça reste purement mathématique, donc stochastique, IA, même tout pour développement d'algorithmes, pour par exemple programmer le dispatch sur les centrales, pour avoir le coût de l'énergie le moins élevé. Donc c'est des aspects qui restent toujours là. Ok. Donc tu disais que ce stage à la CIR t'a donné envie de te tourner vers le domaine de l'énergie, mais ça ne t'a pas donné envie de te tourner vers les opérations, être plus opérationnel. En fait, il y a un deuxième stage parce que j'ai fait j'ai pas fait de stage de deuxième année du coup à cause du Covid, mais le stage de troisième année, le stage de fin d'études, c'est en efficacité énergétique sur des centrales quantiques. Donc il fallait faire, c'est assez informatique également, il fallait faire un outil en Python, VBA, etc. pour optimiser le chiffrage de ces centrales aquatiques, parce qu'Engie fait de la maintenance des équipements, fait également faut gérer l'eau, l'électricité, le chauffage, le fuel, souvent parce qu'ils ont du fuel. Donc tout ça, il fallait faire un outil qui allait prendre en compte les caractéristiques du centre aquatique et lui dire ses consommations prévisionnelles vont être ça, pour que les commerciaux ils puissent discuter avec le client très rapidement. Voilà, pas forcément mobiliser une équipe de projet pour faire une étude détaillée et tout. Il faut que le commercial il puisse directement parler de chiffres, donner un peu plus, montrer qu'Engie a une compétence que simplement la négociation. Donc c'était ça le but. Et à côté de ça, je faisais ce qu'on appelle le chiffrage de maintenance. Et j'ai vu que l'opérationnel, ça n'allait pas forcément m'intéresser. D'accord. C'est donc le deuxième stage, c'est l'énergie, finance, un peu plus. Ouais. D'accord, ok. L'opérationnel. Ok, et ça a été ton dernier stage là? Ouais. Et après, il y a l'alternance du coup. Ok, donc tu as fait ton alternance chez Engie dans le cadre de ton master pause. Et tu étais sur quel sujet à l'époque? J'étais sur la décarbonation de l'industrie. Et ça tombait pile poil avec le début de la crise. Et tout le monde voulait s'affranchir du gaz. Donc il fallait trouver des optimisations déjà pour... il y a une bonne partie d'audit pour déjà baisser la consommation industrielle ou la rendre plate. Et il y avait une partie quel actif utiliser pour remplacer les centrales à gaz. Et donc également le financement de la construction de ces nouvelles installations. C'était Engie qui finançait, donc il y avait des aspects de financement de crédit, etc., montage financier pour complètement tout changer, tous les actifs de production d'un client pour les garder. C'était vraiment sur ces aspects-là. Ok, donc suite à ton alternance, tu es resté chez Engie parce qu'on te l'a proposé, parce que tu as trouvé que c'était une super entreprise, ou qu'est-ce qui s'est passé? Si Engie nous écoute. Non, t'inquiète pas, personne n'entendra. En fait, je vais contacter quelqu'un. Soit la plupart de mes stages ont été plutôt du bouche-oreille. Donc j'ai le premier stage, je discute avec. J'avais généralement de bons relationnels avec mes plus 1, etc. Un gros réseau, hein? Je cherchais les alternances des stages. Non mais. Et juste en disant ce que je veux faire, on me dit tiens, il y a quelqu'un là-bas qui fait ça. Et comme ça, je suis allé voir. Et pareil pour le travail actuel. On dit il y a quelqu'un là-bas qui fait ça. Je lui dis ok, je vais contacter la personne et ça c'est fait. Ok. C'est plus comme ça. D'accord, ok, super. Et au-delà des compétences techniques que tu as certainement de par ton parcours académique, qu'est-ce qu'il faut comme compétences, ce qu'on appelle soft skills, selon toi, pour occuper cette position-là que tu occupes aujourd'hui? Sans forcément parler de la position que j'occupe aujourd'hui, je dirais qu'il faut avoir cette connaissance de soi-même déjà. De ce qu'on veut, de ce qu'on accepte ou pas. Et pas de l'imposer aux autres, mais de le montrer. Généralement, dans le monde de l'entreprise, ça peut dépendre des entreprises,
mais en fait, il faut montrer ses limites, voilà. Il faut pas forcément se laisser marcher sur les pieds tout le temps, il faut dire ce qu'on veut et essayer de l'avoir. Et les gens, comment dire, on peut de prime abord avoir peur de parler franchement, mais il faut pas forcément hésiter et pour ne pas garder, on va dire, rancœur, etc. ou voilà, de l'amertume en soi. Donc ça c'est important de savoir parler, trouver le moment, trouver la manière de le dire. Voilà, mais toujours d'exprimer ce qu'on ressent au fond de soi, au final, en fonction de la manière. Après, en termes de soft skills, on passe toute sa vie en entreprise, il faut quand même rigoler, il faut quand même bien s'entendre avec les gens, voilà, parce que sinon c'est un peu beaucoup de temps perdu venir au travail où tout le monde est énervé, tout le monde, il n'y a personne qui se parle, tout le monde se tape dessus, on attend juste la petite erreur pour te taper dessus, c'est des environnements que j'aime pas. Donc il faut savoir mettre les gens à l'aise dans son environnement et voilà, instaurer un calme, on travaille bien, mais également où voilà, on peut se détendre en griffe et pas être tout le temps stressé. Ok. Top. Et donc aujourd'hui, même si tu démarres à peine, où tu te vois dans 10 ans? À la retraite. À la retraite. Tu viens à peine de dire qu'on travaille toute sa vie. Ouais, mais ça serait top. Non, mais en soi, je rigole à moitié quand j'ai à la retraite en fait, parce que ou même travailler pour moi sur pas forcément l'énergie, mais sur d'autres activités, ça pourrait être intéressant. Mais en restant purement dans le domaine de l'énergie, je dirais plus de la stratégie. Également plus de la stratégie, mais ça reste toujours sur l'approvisionnement, l'achat, sur les contrats à long terme, les choses qui vont se développer de plus en plus. Ok. Et une question un peu plus ouverte par rapport au contexte africain. Pour toi, c'est quoi les gros défis et opportunités qu'on a en ce moment? Parce que j'ai l'impression quand même que le continent est dans un prime en termes de... On découvre des gisements ci et là, on a des investissements dans les renouvelables, ça bouge en ce moment, surtout en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Et donc, en ce moment, par rapport à cette nouvelle ère, pour moi, qu'on est en train d'amorcer, pour toi, quels sont les défis et les opportunités pour la diaspora ou pour l'Afrique simplement, ou pour quelqu'un qui veut... Confondu, pour tous ceux qui s'intéressent à ce domaine-là et qui potentiellement seront intéressés par le marché africain. Ouais. J'aimerais dire que tout le monde part du constat que l'Europe commence un peu à saturer et que tout le monde se tourne vers l'Afrique parce qu'il y a tout à faire, tout à construire. Et on sait déjà qu'est-ce qui marche pas. Pas forcément en Afrique, mais ailleurs. Donc s'il y a... La connaissance, on l'a. Les opportunités, elles sont là. Elles sont pas forcément, elles sont peut-être compliquées à apprendre, mais il faut, pour ceux qui veulent se lancer, il faut quand même se lancer parce que c'est vraiment une ruée vers l'or du coup. Ce qu'on va avoir, ce qui commence et ce qui va se faire dans les 10-15 prochaines années. Donc l'opportunité pour quelqu'un qui fait actuellement ses études en France ou qui travaille en France, c'est de développer son réseau, développer ses compétences pour sauter dans le bain et prendre le train qui est en train de se développer en Afrique pour retourner, ça peut très vite monter pour créer quelque chose ou pour participer à la création de quelque chose. Donc c'est plutôt ça. Après en termes de freins, c'est plus... je vais parler personnellement, ça fait longtemps que je suis ici. Je sais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans les grandes villes, mais je suis étranger en fait au truc. Voilà, on devient très vite étranger sur comment les choses fonctionnent, qui aller voir, où est-ce que ça se passe, comme ça.
Voilà, et qu'est-ce qui est en train de se créer. Donc on devient très vite étranger. Donc le conseil ou une limite à la fois, c'est essayer de rester connecté avec les gens de là-bas, avec pas forcément la famille également, mais avec des amis qui travaillent dans le secteur, voilà, pour être au courant des tournures qui sont en train d'être prises. Voilà, ça c'est important. Et pour quelqu'un qui va se lancer sans réellement réapprendre ce que c'est que la Côte d'Ivoire ou réapprendre ce que c'est que l'Afrique, il peut perdre du temps, il peut perdre énormément de temps et être en désillusion. Donc c'est un peu un conseil que je donne aux gens qui veulent se lancer, c'est de prendre le temps de réapprendre. Mais je pense que justement aujourd'hui on est dans un contexte, peut-être c'est toujours clairement une différence entre être sur place et essayer de rester en contact en étant à l'extérieur. Mais aujourd'hui je pense qu'on a quand même la possibilité de le faire et d'essayer quand même dans une certaine mesure d'avoir des déplacements réguliers pour entretenir ces connexions-là, pour essayer de tâter un petit peu le terrain et tout ça. Non, simplement, les opportunités, on les découvre en discutant avec les gens. Ouais, ça c'est sûr. C'est un point très important, ça c'est sûr. Et une petite question pour toi. Demain, je te donne 1 million d'euros et je te dis, tu ne peux qu'aller développer un projet dans le domaine de l'énergie en Afrique. Qu'est-ce que tu fais de ces 1 million d'euros? 1 million d'euros, je me mets dans du solaire. Du solaire? Je me mets dans du solaire. Ok. Je me mets je m'éloigne des villes, des grandes villes. Je vais développer quelque chose de rural et apporter de l'énergie aux ruraux. Comme ça. Et avec des services alloués à côté. De type cinéma, etc. Des choses comme ça. Donc, avec des gens, parce qu'en Côte d'Ivoire, on aime bien le divertissement. Les gens aiment bien avoir une télé, avoir de l'énergie pas chère, sans coupure. C'est des choses que je suis sûr que les gens aimeraient apprécier, surtout dans les coins un peu reculés. Et faut pas qu'on se dise c'est des gens qui sont pas des sous parce qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est ce que j'allais y venir justement en termes de retour sur investissement. Tu es certain que, parce que je peux me tromper, mais des retours que je peux avoir, c'est que ce genre d'initiative justement pour développer des projets dans les zones rurales, c'est beaucoup soutenu par des associations, des organisations internationales, parce que justement c'est pas économiquement, c'est en fait c'est plus les capex, c'est plus les investissements surtout au niveau de plus avec que du solaire qui mettent en grille facile. Après les batteries ça reste l'élément le plus cher et le plus touchy on va dire, mais vu que j'ai 1 million d'euros, j'ai pas de problème d'argent. C'est sûr. Non. En fait, moi je l'ai vu en Guinée. Est-ce que tu es sûr, est-ce que c'est plus un projet social ou est-ce que c'est un projet pour avoir de la rentabilité derrière? En fait, même avec un projet social, on peut avoir de la rentabilité. En faisant quelque chose de pas cher, parce que moi je l'ai vu en Guinée. Il y a des gens qui ont acheté des panneaux solaires, qui ont installé, qui font des cybercafés, qui font des trucs, des projets des films. Voilà, ils chiffrent. Même si c'est pas grand chose qu'ils demandent aux gens, ça chiffre quand même. D'accord. Donc développer quelque chose comme ça, et surtout, c'est un investissement, s'il est bien entretenu, c'est un investissement les batteries elles peuvent durer 7 ans, c'est 10 ans, en fonction de fonctionnalité comme l'entretien. Les panneaux solaires, un peu dans cet ordre-là également. Et c'est quelque chose qui est très apprécié et qui a une bonne valeur ajoutée quand même. Ok. Et j'ai envie de te dire maintenant, qu'est-ce que tu attends? Les 1 million d'euros? J'attends juste les 1 million d'euros. Parce que tu peux bien lancer le projet justement et pourquoi pas. Non mais c'est le capex.
Ok. Bah ok, merci en tout cas pour tes réponses sans confiance. On va passer à la partie peut-être que tu ne vas pas trop apprécier. Ouais, je sens un peu. La rétrospection, parce que bien que tu sois jeune et que tu aies encore plein d'années devant toi, jusque-là, qu'est-ce que tu retiens de ce parcours-là qui a été le tien? De quoi tu es le plus fier et qu'est-ce que tu ferais différemment si tu en avais la possibilité? Différemment, je pense. On te le dit souvent, mais je fais rien différemment en fait. En vrai de vrai. Surtout parce que tu peux pas. Exactement aussi. Parce que je peux pas et il faut pas s'attarder sur là-dessus. Parce que, comme j'ai dit, moi je crois beaucoup au facteur Dio, le facteur chance, qui peut t'amener le cerveau là sans que tu aies vraiment contrôle. En fait, il y a des capacités que je maîtrise, mais il y a une grande part de la vie que je maîtrise pas. Donc je préfère rien toucher, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Donc en vrai. Après, de ce que je suis fier, c'est que quand même, j'ai un fort soutien familial, également, qui m'a permis de me développer tranquillement, parce que je sais qu'il y a, comment dire, le stress côté familial, il peut être fort, voilà, ça peut avoir un impact important. Et moi, je l'ai pas eu parce que j'étais très bien protégé. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Après, je dirais, je suis fier parce que j'ai une vision qui n'est pas forcément claire, mais qui me permet, à un moment donné, de prendre une décision qui me sera très utile. Et de pouvoir me construire un peu. Donc c'est de ça que je suis fier. Ok. Et est-ce que tu aurais un mot clé ou deux mots Ou trois. Tu choisis, tu peux aller de 1 jusqu'à 3. Mais franchement, quand tu regardes tout ton parcours de toutes ces années, est-ce qu'il y a un mot en particulier qui ressort pour le caractériser? Ça peut être la résilience, ça peut être la chance, parce que justement, tu peux le choisir pour toi, parce que je pense que c'est beaucoup revenu, peut-être sans que tu t'en rendes compte. Mais si tu devais choisir des mots pour caractériser, pas des phrases, hein, des mots, pour caractériser ce parcours-là. Je dirais chanceux déjà, comme tout ce que j'ai reçu. Après, persévérant, sans forcément expliquer pourquoi. Non mais voilà, et changer d'endroit, être dans un nouvel environnement et essayer de s'adapter, voilà, c'est pas forcément simple. Et également avec les études qui sont très longues, les attentes qu'on a sur nous, etc. Donc faut quand même persévérer avant que les choses commencent à porter fruit, c'est important. Donc c'est les deux. Ok, super. Bah, c'est déjà top. Merci beaucoup. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, comme toi, peut-être sort cette année du lycée scientifique ou d'un autre lycée et qui est un petit peu indécis sur son choix d'études supérieures, qui n'est pas très, comment dire, justement, qui n'a pas une vision très claire de ce que va être son avenir. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Déjà, c'est normal. Déjà, premièrement, que vu comment le système éducatif en Côte d'Ivoire est, on ne sait pas trop ce qu'on va faire quand on va perdu pour le système éducatif. Ouais. Quand on juste de bosser, après on verra. Donc c'était un peu ça. Donc comment voir les choses? Essayer de voir les choses à l'envers. Se dire comment j'ai envie de finir, qu'est-ce qui m'intéresserait de faire et qu'est-ce que j'aurais aimé faire. Tu vois, c'est un peu sympa dans deux sens. Disons, imaginons si j'ai 60 ans, qu'est-ce que
qu'est-ce que j'aurais aimé accomplir et dire à mon enfant que j'ai accompli à l'âge de 60 ans. En termes d'activité, pas forcément de carrière, en termes de vie, etc., de choses expérimentées, de domaines de métier également. À 60, peut-être 30, à 30 ans, je suis à 30 ans, qu'est-ce que j'aurais aimé déjà accomplir à cet âge-là? Essayer de redescendre un peu, pouvoir, mais du coup, en allant plus vers des métiers commerciaux, plus vers des métiers techniques, est-ce que c'est vers essayer de définir ses choix à partir de où est-ce que je voudrais être grosso modo et qu'est-ce qui me rendrait fier à 30, 40 ans, etc. Essayer de redescendre un peu jusqu'à se dire du coup ça me fait un chemin pour apprendre dans le sens inverse pour aller là-bas. C'est un peu... Tu penses pas que c'est un petit peu difficile de se projeter à un âge aussi éloigné quand on a 18 ans? Ouais, moi clairement je l'ai pas fait. Moi j'ai attendu quand... c'est facile de dire un truc comme ça. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ouais, moi pendant entière j'ai suivi la vague jusqu'à trouver. C'est pas plus mal, mais j'aurais bien aimé faire ça. Après, ne pas forcément se fermer, c'est réfléchir de façon ouverte. Est-ce que tel ou tel métier, réfléchir à plusieurs métiers, à plusieurs choses, qu'est-ce que ça peut m'apporter de faire ça? De faire la comptabilité, typiquement. Est-ce que ça peut m'apporter de faire après, d'aller dans une filière technique, d'aller faire de l'IA, qu'est-ce que ça peut m'apporter ces différents trucs et de voir avec. Après, faut pas non plus trop se prendre la tête parce que dans la vie on sait jamais et c'est pas parce qu'on a pris un chemin qu'on peut pas passer de l'autre côté qu'on peut pas réussir. Donc faut également regarder les opportunités qu'on a et choisir également la meilleure celle qui nous correspond bien sur le moment. On verra. Après, Inch'Allah, on verra. Ok, merci beaucoup Harold. Une dernière question. Avant de clore ce chapitre rétrospection, conseil, est-ce que tu auras un message à faire passer à Harold, ta version toi de 2040, disons? 2040 une vidéo que je vais réécouter plus tard. J'espère que tu as pris du plaisir dans ce que tu as fait. C'est tout simplement. Ok. C'est un message court mais pertinent. Ok. On l'espère aussi pour toi. Et on espère te revoir peut-être pour discuter d'un autre sujet. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour clore cette interview? Merci, simplement. Merci à toi. C'est un exercice pas facile. Voilà, je n'étais pas forcément préparé. Après, tout de suite mis à l'aise, tout de suite. Donc, merci à toi. C'est le mot de la fin. Merci Harold. Et à la prochaine, peut-être. Si je t'ai pas traumatisé. Hey, coucou, c'est encore moi. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.